Nous avons le plaisir de recevoir Dr Cheikh Tidiane Gadio. Bonjour. Bonjour Mamoudou. Vous êtes bien là et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Jury du dimanche, jury populaire, parce que vous avez l'obligation, en tout cas le devoir de donner des explications aux Sénégalais qui ont surtout voté pour vous, parce que vous êtes député à l'Assemblée nationale sénégalaise. Vous êtes ancien ministre des Affaires étrangères du Sénégal, président du MPC, Louis Jotna, nom de votre parti, président de l'IPS, Institut panafricain de stratégie, paix, sécurité et gouvernance. Cheikh Tidiane Gadio, on est à la veille de Noël, veille de Nouvel An aussi. 2019, c'est dans une semaine, Inch'Allah. Un mot en direction de ceux et celles qui vous écoutent ce matin. Je voudrais tout d'abord les saluer, les remercier, c'est-à-dire remercier tout le peuple sénégalais, remercier les peuples africains de l'immense soutien que j'ai eu pendant une période d'épreuve exceptionnelle et extraordinaire dans ma vie. Je voudrais aussi leur souhaiter une excellente année 2019, très belle fête de Noël pour nos parents, frères et sœurs chrétiens, et dire que j'ai été ému quand j'ai appris que des parents chrétiens avaient organisé des messes pour prier, pour que cette affaire se termine très vite et que je rentre au Sénégal. De la même manière que des parents fatigués sérères ont aussi fait leur part en priant pour moi. Ceci m'a conforté dans l'idée que nous avions un des plus beaux pays du monde, qui s'appelle le Sénégal, qui n'est pas une terre de tolérance religieuse. J'ai toujours rejeté ce concept. C'est une terre d'harmonie religieuse, un grand pays. C'est pour ça que tout le monde connaît mes relations particulières avec mon grand frère et ami, qui fait partie de mes guides spirituels, Monseigneur Adrien Sarr, à qui j'ai déjà rendu visite et rendu compte de tout ce qui s'est passé, et il a prié pour moi. Et c'est ça le Sénégal. C'est ça le Sénégal. Et je suis fier d'être sénégalais. Et je n'ai jamais été fier d'être autre chose que sénégalais. Et je pense que vous comprenez un peu l'allusion que je fais. Et j'espère qu'on pourra déflorer tous ces sujets ensemble. Cheikh Tidiane Gadio, 17 novembre 2017, vous êtes arrêté aux États-Unis sur la base de la loi américaine contre la corruption, Foreign Corrupt Practice Act. On a parlé de 20 ans de prison. C'était la peine encourue. Qu'est-ce qui s'est passé, Cheikh Tidiane Gadio? Alors, qu'est-ce qui s'est passé le 17 novembre ou qu'est-ce qui s'est passé dans le cadre de cette accusation? Le 17 novembre, l'accusation. Alors, en octobre... Pour la petite histoire, j'ai été le dernier journaliste à vous avoir vu avant votre arrestation. Absolument. Nous avons pris un avion ensemble. Oui. Dieu a fait que c'était toi et mon ami Alioune Tine. Et nous avons beaucoup discuté, Alioune Tine et moi. Et voilà, par la suite, les choses sont accélérées. Alors, je me rendais aux États-Unis pour deux raisons. Le 17 novembre, le 16 novembre en fait. La première raison, c'est que quand j'ai appris que le pays, un pays qui m'est très attaché, qui s'appelle le Tchad, avait été mis dans le travel ban, les pays musulmans interdits d'accès aux États-Unis, j'ai piqué une colère. J'étais furieux de voir qu'un pays africain qui faisait énormément dans la lutte contre le terrorisme et dans la défense des peuples africains subissait une telle attaque des États-Unis. Donc je suis allé aux États-Unis sur ma propre initiative en octobre. On a parlé d'un piège pourtant. J'arrive. Qui vous avait été tendu. Quelque part, oui, mais en réalité, c'est peut-être un peu plus complexe. Donc, quand je me suis rendu en octobre, j'ai été au département d'État américain, ministère des Affaires étrangères. J'ai déjeuné avec l'assistant secrétaire d'État aux Affaires africaines uniquement sur la question du Tchad, pour dire notre protestation en tant qu'Africains, que le Tchad soit mis dans cette liste. Et on s'est donné rendez-vous en novembre, vers mi-novembre, pour qu'on fasse le point. Et donc je suis revenu en mi-novembre en partie pour cela, et en partie aussi parce qu'on m'avait remis une lettre me disant que le département de Homeland Security, donc le ministère de la Sécurité intérieure, Sécurité publique, avait besoin de faire le tour avec moi, le update de mes papiers d'immigration. À partir de ce moment, j'ai eu personnellement un sentiment ou un pressentiment qu'il y avait autre chose que des histoires de papiers d'immigration. Mais je me suis dit que n'ayant absolument rien à me reprocher,
il faut aller aux États-Unis, il faut aller au rendez-vous. Donc je suis allé de mon plein gré. Je me suis rendu au rendez-vous le 17 au matin. Un agent est venu m'accueillir pour me dire, écoutez, il y a beaucoup de monde ici. Est-ce que vous ne pouvez pas revenir dans l'après-midi? Je suis retourné à mon hôtel et je suis encore revenu. Et c'est à partir de ce moment qu'au lieu de rencontrer des agents de l'immigration, j'ai vu 4 ou 5 agents du FBI, ou 5 ou 6, entrer dans une salle et me dire, Monsieur Gadio, nous avons un mandat d'arrêt contre vous, etc., etc. C'est à partir de là que cette histoire a commencé. Est-ce un piège, un guet-apens, etc. Ce que je sais, c'est que j'ai été dûment convoqué pour affaires me concernant. Malgré mes appréhensions, je suis allé parce que je n'avais absolument rien à me reprocher. Accusé de corruption et de blanchiment d'argent. Alors, l'accusation était lourde, les charges étaient lourdes. Les charges étaient lourdes et pour ne rien vous cacher, j'ai failli faire une réaction de Halpulaar typique, c'est-à-dire que j'ai failli les interrompre pour leur dire que ce soit la dernière fois que vous prononciez des mots comme ça à mon encontre. Quelque chose m'a retenu et je les ai laissés parler. Mais je dois vous dire que c'est sur ma demande qu'ils ont tout de suite expliqué, parce qu'ils n'avaient pas à le faire. Ils avaient juste à me notifier le mandat d'arrêt et attendre que mes avocats soient autour de moi pour engager la discussion. Mais je leur ai dit que je n'acceptais pas un mandat d'arrêt comme ça. Je veux savoir pourquoi on m'a arrêté et quelles étaient les accusations portées contre moi. Oui, mais les Sénégalais se sont posé des questions, et légitimes d'ailleurs. Ils connaissaient, ou ils ont connu Cheikh Tidiane Gadio, le ministre, l'homme politique, le candidat à l'élection présidentielle de 2012, le journaliste, le père de famille, le panafricaniste. Ils découvrent Cheikh Tidiane Gadio, l'homme d'affaires. Comment êtes-vous entré dans les affaires, surtout dans le pétrole? Alors, si cette question ne nous fait pas sauter cette étape liée à la première rencontre, la première grande interview faite avec le FBI, si vous me promettez d'y revenir. Bien sûr. Voilà, je vais vous faire une révélation. En réalité, je n'ai jamais été un homme d'affaires. Ça ne m'a pas particulièrement passionné. Et il y a eu beaucoup de... Les gens ont épilogué, ont spéculé, ont dit des choses totalement inexactes sur le fait qu'on avait créé une compagnie Sarata International avec mon ami l'ambassadeur Bokoum. Nous avons essayé un peu les affaires. J'ai tout de suite senti que je n'étais pas fait pour les affaires. J'étais fait pour la diplomatie internationale, les relations internationales, la paix, la sécurité, le panafricanisme. Et donc à partir de 2012, 1 an et demi après la création de Sarata International, je me suis quasiment retiré du projet. Et c'est par la suite qu'on a voulu le relancer pour que mon fils puisse, qui est lui un businessman de formation, qui a un MBA, puisse piloter le projet Sarata. Et c'est parce que j'ai voulu établir des contacts avec des compagnies étrangères en faveur des projets développés par mon fils, qui a en plus étudié en Chine pendant 3 ans, qui a eu son MBA en Chine. C'est pour ça donc que je suis entré dans ces histoires de business. Je ne suis pas un spécialiste du pétrole, je n'ai jamais été un expert du pétrole, et le Tchad ne m'a intéressé que pour une raison que je peux dire rapidement, c'est que le Tchad s'est sacrifié pour le Sahel, pour tous les pays d'Afrique, et s'est retrouvé dans des difficultés économiques énormes. Quand j'ai vu une grande compagnie chinoise venir vers moi, dire vous avez de très bonnes relations avec le Tchad, nous voulons entrer en contact avec le président Déby et travailler avec le Tchad sur le oil business et tout ça, j'ai dit c'est très bien, je vais vous aider. Mais en réalité, c'est le Tchad que je voulais aider, plus que moi-même, parce que je ne suis pas un expert du pétrole. Sauf qu'ici, en faisant la rencontre d'un certain Patrick Wu Chi-ping, chinois, avec une compagnie chinoise China Energy, vous êtes accusé de corruption, de blanchiment d'argent. Autrement dit, d'avoir été un porteur de valises, d'avoir été l'homme par qui 2 millions de dollars sont passés pour corrompre le président tchadien. En vérité, je ne sais pas où est-ce que vous avez lu ça. Mais je suis désolé de le dire, c'est totalement contraire, y compris à l'accusation des Américains. Les Américains n'ont pas dit ça. Ils ont dit que d'après leurs informations, il semblerait qu'une délégation du CFC s'est rendue au Tchad pour tenter une entreprise de corruption du président du Tchad et que j'étais un complice de leur action. Ils m'ont jamais accusé d'être porteur de valises. C'est la première fois que j'entends d'ailleurs le concept. Eux-mêmes ont porté leurs valises, donc j'avais pas besoin de les porter pour eux. Et la chose la plus importante, et qui a été un tournant dans cette affaire, et qui a fait d'ailleurs que cette affaire s'est éteinte, c'est terminé, c'est que les Américains ont découvert que la présentation sous forme de cadeau d'un don de 2 millions de dollars
au président du Tchad, qui l'a rejeté avec véhémence et qui a voulu expulser la délégation du CFC, cette présentation que je n'étais pas au courant. Ils ont vérifié, revérifié, et tous les entretiens qu'on a eus et tous les éléments de dossier qu'ils avaient les ont amenés à conclure que ce qu'ils appellent Dr Gadio n'était pas au courant. Vos comptes n'ont pas servi de passage pour cet argent? Excellente question. Donc, on termine sur le fait que je n'ai pas été accusé de porteur de valise, je n'ai pas été accusé d'avoir piloté cette opération, j'ai été accusé d'avoir été complice. Et quand les Américains ont compris que je n'étais pas du tout au courant, ni informé, que j'ai été mis devant le fait accompli au même titre que le président Déby, ils ont commencé à reculer sur cette question, ce qui a mené à la fin. Alors, le blanchiment d'argent. Les Américains, certains d'entre eux d'ailleurs, ont cru que les 400 000 $ qui avaient été versés dans notre compte, la compte de notre société à Dubaï, que c'est effectivement un argent qui était destiné aussi pour corrompre les autorités tchadiennes. Votre compte de votre société ou votre compte personnel? Non, compte de notre société. Compte de notre société à Dubaï. Oui. Alors, maintenant, un vétéran banquier sénégalais m'a dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit, cette histoire d'accusation de blanchiment te concernant est d'un ridicule achevé, pour une raison. On n'a jamais vu quelqu'un blanchir de l'argent dans son propre compte, c'est-à-dire le compte de sa société où il y a son nom Gadio. C'est-à-dire si vous vouliez blanchir de l'argent, vous n'allez pas le mettre dans un compte signé Mamoudou Ibra Kane ou quelque chose comme ça. Les comptes offshore existent, les sociétés écrans existent, il y a toutes sortes de stratégies de blanchiment. Plus grave, les procureurs américains, les juges d'instruction, ont découvert que cet argent qui nous a été payé tout à fait légalement comme honoraire de consultant, une partie de cet argent a été transférée par nous-mêmes vers les États-Unis sur mon compte personnel de Citibank à Washington pour aider à financer les études de ma fille. Un des procureurs a dit lors d'une discussion, il dit franchement, quelqu'un qui blanchit de l'argent à Dubaï et qui le ramène aux États-Unis dans son compte personnel, ça n'a aucun sens. Lui, il était convaincu que cette affaire-là aussi prenait de l'eau de toutes parts qu'il fallait laisser tomber. Je ne suis ni juge ni procureur, on n'est pas dans un interrogatoire, mais un entretien entre un journaliste et quelqu'un qui a été accusé dans une affaire grave. Vous avez perçu des honoraires sur la base de quoi? Pendant 6 mois, Mamoudou, pendant 6 mois, de septembre à mars, de septembre 2014 à mars 2015, je me suis rendu au Tchad plus de 6 fois pour le compte de la société CFC, ou pour demander un entretien, ou pour préparer un entretien avec le président du Tchad. Je me suis rendu en Chine sur leur invitation pour qu'ils me présentent leur société. Et chaque fois, j'ai pris en charge l'ensemble des frais me concernant. Alors, on a convenu qu'ils allaient rembourser l'ensemble de mes frais, donc sur présentation de facture bien sûr. On avait convenu qu'ils allaient nous payer des honoraires de consultants pour avoir réussi à les introduire dans un pays d'Afrique qui s'appelle le Tchad comme étant la première étape de leur stratégie africaine. Parce qu'ils voulaient faire du Tchad ce qu'ils appellent un gateway to Africa, c'est-à-dire une porte d'entrée vers l'Afrique. On a abattu un immense travail sur le terrain de persuasion, d'explication pour leur compte. Et il fallait qu'ils payent ce travail. Et les Américains, d'ailleurs, dans toutes les discussions qu'on a eues, ils ont salué le fait que j'ai insisté dans toutes mes correspondances avec ces gens pour qu'on signe un contrat en bonne et due forme et que je sois compensé du point de vue des honoraires et plus tard, quand il y aura un marché de pétrole, que je puisse recevoir ma commission de façon tout à fait légale et légitime. Et Mamoudou, la grande surprise de cette affaire, c'est qu'il n'y a jamais eu de contrat entre CFC, le gouvernement du Tchad et moi-même. Jamais eu de contrat. Il n'y a jamais eu de transaction pétrolière. Les gens au Sénégal, en Afrique, certains ont épilogué, spéculé sur Gadio faisant des transactions pétrolières. Même des amis, des gens qui me défendaient, ont pensé que c'était légitime que je sois payé une commission. Vous croyez que moi, je travaille sur un marché de 3 milliards de dollars potentiellement pour demander qu'on me paye 400 000 $. J'ai beaucoup plus de respect pour moi-même. 1% de commission ferait 30 millions de dollars. Qu'est-ce que je fais avec 400 000 $? Les 400 000 $, les 100 000 ont permis de rembourser les frais que nous avions préfinancés. La compagnie chinoise a fait un don de 100 000 $ pour les activités de l'Institut panafricain pour promouvoir l'unité du continent. Et ils ont pris l'engagement de donner 100 000 $ au Forum de Dakar pour la paix et la sécurité, comme beaucoup d'autres compagnies, en échange de leur logo étant sur, etc., les publications du Forum. Comme ils n'ont pas tenu parole sur les 100 000 $ au Forum de Dakar,
Parmi les 400 000 $ qu'ils nous ont payés, 100 000 $ sont allés pour rembourser les frais du Forum de Dakar. Au total, nos honoraires n'ont pas dépassé 200 000 $. 200 000 $. Un journal de La Place a écrit qu'en réalité, j'ai été payé 400 millions $, c'est-à-dire 200 milliards de francs CFA, sur un contentieux avec les Américains qui porte sur 2 millions de $. Parce que les Américains savaient qu'il n'y avait rien de signé au Tchad, il n'y avait aucun contrat finalisé. Donc tout portait sur le débat sur 2 millions de $. Et sur 2 millions de $, j'ai été payé 400 millions de $. Et à côté du Tchad, il y a également l'Ouganda. Le président ougandais Yoweri Museveni et son ministre des Affaires étrangères, Kutesa Kaambasam, je ne sais pas si je prononce bien le nom, ont également été cités parmi les hauts fonctionnaires d'États africains qui auraient été approchés, qui auraient touché des pots de vin, et là également votre nom a été cité. Pas du tout, Mamoudou. Par contre, là aussi, honnêtement, ou c'est un problème de traduction anglais-français, ou c'est certains médias qui font des relais non maîtrisés. Les Américains étaient très clairs sur un point, que je n'avais absolument rien à voir avec l'Ouganda. Pourquoi? C'est que CFC, on a travaillé exclusivement sur le Tchad. Quand le deal a échoué, ils sont partis, nous sommes partis. Je n'étais même pas au courant qu'ils travaillaient en Ouganda. Je l'ai su le jour de l'arrestation et le jour où j'ai exigé des explications sur pourquoi on m'arrêtait. Alors on me dit, oui, nous savons que vous êtes un panafricaniste, les Américains, le FBI, vous êtes un panafricaniste, vous travaillez pour l'unité de l'Afrique, ça nous le savons, mais aussi vous êtes dans un ring de gens qui vont dans les palais africains pour essayer de corrompre les chefs d'État. Ça, ils ont dit ça, en général. Alors je lui ai dit... il y a une corruption de nos chefs d'État. Voilà. C'est ce que révélerait cette affaire, non? Non, pas du tout. Pourquoi? Parce que dans le cas concret du Tchad, ça a été une erreur magistrale qui de facto a été reconnue avec le retrait de la plainte. Le président Idriss Déby a été exemplaire sur son comportement par rapport à cette question. Qu'est-ce qu'il a fait? Il découvre dans des paquets de cadeaux remis par la délégation chinoise, après leur départ, sa sécurité découvre que les gens ont mis de l'argent en cash. Dès qu'ils l'ont informé, il m'a fait revenir de l'hôtel pour qu'on en discute. Il était furieux. Mais ces paquets de cadeaux, vous les avez vus? Alors, vous n'étiez pas au courant de ce qu'il y avait là-dedans? Non seulement pas du tout au courant, je ne savais même pas, parce que quand je vais au Tchad en général, pour n'importe quelle mission, paix, sécurité, Union africaine, panafricanisme, le business de CFC, le président Déby met toujours une voiture, la présidence à ma disposition. Donc, de mon hôtel, je suis allé directement au rendez-vous. Quand on a fini l'audience et qu'on partait, les Chinois ont dit, attention, on a oublié les cadeaux. Ils sont allés chercher les cadeaux, ils les ont amenés dans la salle d'audience. C'était la première fois que je voyais les cadeaux. Donc, je n'étais pas dans leur voiture quand ils emballaient, quand ils préparaient, quand ils ont amené. Et quand ils ont livré les cadeaux, ils les ont livrés à la sécurité qui a fait, bien entendu, qui retient les cadeaux pour les contrôler. Ils les ont amenés, ils les ont présentés au président. Heureusement pour nous tous d'ailleurs, parce que le scandale aurait été extraordinaire si on avait eu le temps pour que le président ouvre les cadeaux. Il ne l'a pas fait, il dit bon, ok, merci et tout. Mais quand il a vu ce qui s'est passé, il m'a demandé de venir immédiatement. On en a discuté, il me dit, Gadio, pour qui se prennent ces gens? Pourquoi ils pensent que tous les dirigeants africains sont corrompus? Alors, moi, il dit, ma première réaction, c'était de les expulser du Tchad, d'envoyer les forces spéciales, les prendre de leur hôtel, les amener dans leur avion et les expulser de mon pays. Mais j'ai pensé que je devais d'abord te demander, est-ce que tu étais au courant? Je dis, monsieur le président, je viens de l'apprendre, c'est de la folie. Il me dit, mais c'est très grave. Tu sais, les gars ont compté, c'est 2 millions de $. Je lui dis, mais vous vous rendez compte? Il me dit, on va les faire venir. Il était un peu tard le soir. Il dit, ok, on calme les choses, on les voit demain. L'an demi, il les a fait venir. Quand ils sont assis, il dit, écoutez, chers amis, mes agents de sécurité ont ouvert vos cadeaux, ils découvrent qu'il y a de l'argent dedans. Alors moi, je veux des explications très claires et je veux savoir franchement pour qui vous me prenez et pour qui vous vous prenez. Et pourquoi vous pensez que vous pouvez faire des choses comme ça à tous les dirigeants africains? Moi, je ne suis pas de cette veine. Et il a montré toute sa colère. Et Dr Ho lui-même a été le premier à prendre la parole. Et j'ai témoigné dans ce sens en sa faveur. Il a pris la parole pour dire: je suis impressionné, Monsieur le Président, par votre réaction. Et ça me conforte dans la décision que j'avais prise de faire du Tchad notre porte d'entrée en Afrique. Mais il y a un des patrons de notre compagnie qui est dans la délégation. Il va donner la réponse de la compagnie.
Et le patron en question a dit, je ne sais pas, Monsieur le Président, ce que nous essayons de faire, mais nous avons fait une grosse bêtise. Nous présentons nos excuses. En réalité, ce n'était pas de l'argent qui vous était destiné, c'était une donation. Et le débat a commencé. Le président a dit, je sais comment on fait des donations. Par chèque vers le Trésor, par transfert bancaire, par transfert international. J'ai jamais vu une donation cachée dans des cadeaux, que ce soit la dernière fois. Donc je pense que ça plaide en faveur de certains chefs d'État, dont le président Déby du Tchad. Le jury du dimanche reçoit Cheikh Tidiane Gadio, ancien ministre des Affaires étrangères du Sénégal. Les Américains, très renseignés, ont été mis au courant de cette affaire. Qui vous a retenu aux États-Unis pendant 1 an. Vous avez été arrêté. Question centrale des auditeurs à travers Facebook, mais aussi notre numéro WhatsApp. Quelle est l'accusation? Quel était le fondement de l'accusation portée contre vous? Et comment êtes-vous arrivé à être blanchi finalement de l'affaire? Est-ce qu'il y a un acte écrit vous blanchissant, Cheikh Tidiane Gadio? Alors, une information capitale, parce que comme vous dites, vos auditeurs ont besoin de cette information. Le tout a commencé par la décision entre 2000 et 2010 du FBI et de la justice américaine, la décision que désormais ils vont surveiller l'Assemblée générale des Nations unies en septembre. Ils ont pensé que l'Assemblée générale des Nations unies en septembre était un haut lieu de corruption, de délégations qui viennent louer des hôtels autour et qui approchent les présidents, les premiers ministres et les ministres des Affaires étrangères. Je vous jure, Mamoudou, que j'ai fait presque 10 ans. J'ai fait 10 assemblées générales, de 2000 à 2009. Je n'ai jamais été approché par une quelconque délégation, donc je n'étais pas au courant que ce genre de pratique existait. Alors, comme ils ont commencé à faire ces enquêtes, ils ont détecté des communications où ils ont surveillé ou enregistré des communications de ministres des Affaires étrangères de Antigua, dans les Caraïbes. Et à partir de là, ils ont vu une connexion avec CFC. Et ils ont même enregistré ils ont fait des enregistrements assez compromettants. Et sur cette base, ils ont commencé à surveiller CFC. Et Dr Ho était très impliqué avec ECOSOC, l'Organisation des Nations Unies pour les questions économiques et sociales, et où il faisait des donations en tant que soutien à une activité de ce genre. Alors, en le surveillant, ils sont tombés sur ses contacts avec M. Sam, ancien ministre des Affaires étrangères de l'Ouganda, jusqu'à présent d'ailleurs, qui était président de l'Assemblée générale. Et dans la surveillance des activités entre Dr Ho et l'Ouganda, ils ont vu des échanges d'emails avec moi. Et ils ont pensé qu'ils avaient un troisième filon à surveiller, que serait moi et le Sénégal. Et après surveillance, ils ont pensé qu'ils avaient un package de dirigeants africains qui effectivement étaient mêlés à des activités de corruption. Et donc l'accusation est venue de là-bas, de ce processus. Et ils avaient le cas du Tchad, où ils avaient l'information qu'il y a eu une donation qui a été faite, mais qu'ils ne pensaient pas être une donation, qu'ils pensaient que c'était un acte de corruption. Alors quand ils m'ont arrêté... Au-delà de votre personne, le Sénégal a été soupçonné dans ses pratiques pas du tout. Par les États-Unis? Pas du tout. Pas du tout. Le Sénégal n'a pas du tout été soupçonné. Ils ont pensé que l'ancien ministre des Affaires étrangères du Sénégal, que je suis, s'était reconverti dans les business et avait ce genre de pratique. Et comme je vous l'ai dit, la première interview post-arrestation du FBI pendant 4 heures a été un tournant, a été salutaire, parce que j'ai rejeté avec la plus grande énergie les accusations en les traitant de fausses, de non fondées, et en les traitant de malentendus tragiques et d'erreurs graves qu'une agence comme le FBI, qui a 37 000 agents, qui a des milliards de dollars, plus que le budget du Sénégal, de budget, dit que vous n'avez pas le droit de commettre une telle erreur. Et que de toute façon, on va se battre, mais je pense que vous avez commis une grave erreur. Alors mon avocat, quand il a regardé, parce qu'il a exigé avoir les 4 heures d'enregistrement vidéo avant d'accepter que nous puissions rencontrer les procureurs, parce qu'il voulait me voir. Je pense que l'enregistrement vidéo, vous savez, c'est des grands professionnels, avec des gens de métier, de tous les corps de métier. Ils ont regardé cet enregistrement. Ils ont vu ce qu'on appelle le body language. Ils ont vu quelqu'un assis qui venait d'être arrêté et qui pensait qu'il avait été arrêté de façon injuste. Le langage corporel. Langage corporel, la façon de parler, la respiration, le comportement des yeux, le comportement... Est-ce qu'il tremble? Est-ce que sa voix tremblote? Est-ce qu'il souffre? Est-ce qu'il ment? Est-ce qu'il dit des choses qui sont... Ils ont tout étudié
La conclusion, c'est que quand mon avocat les a appelés, pour le dire, moi j'ai regardé cette cassette, elle est excellente. J'ai dit à mon client de ne plus jamais le faire, mais sa cassette est excellente parce qu'il n'a aucun contact avec aucun avocat, aucun conseil, et il a dit la vérité. Et vous dites c'est là que gît l'erreur d'avoir parlé sans la présence de votre avocat. Non, pas où gît l'erreur. Au contraire, ça a été une erreur salutaire pour moi, malheureusement. C'est-à-dire, je ne veux pas encourager mes compatriotes sénégalais ou africains de se retrouver dans de telles situations et de parler sans leur avocat. Moi, ça a été un accident de l'histoire positif pour moi parce que j'étais tellement furieux, Mamoudou. On pouvait m'accuser de tout dans la vie, sauf des histoires de blanchiment et de corruption. Comment êtes-vous passé d'accusé à témoin? On a parlé d'un arrangement consistant à enfoncer votre ami, le chinois, au pitching. Comment il s'appelle? Au chipping, oui. Pour aller plus vite, on peut l'appeler Dr. Ho. Oui. Okay. Première erreur, à mon avis, c'est que vous l'appelez mon ami. Oui. Nous sommes des partenaires en business. On s'est vus au total 5 ou 6 fois dans la vie. Je sais que je l'ai rencontré aux États-Unis dans les conditions de cette accusation. Sur la tombe de mes parents, il ne m'a pas reconnu. Il m'a même demandé, Sir, are you from Africa? Monsieur, est-ce que vous êtes africain? Ça règle un certain problème de gens qui prétendent que nous étions des amis. Nous étions des partenaires. Deuxième point, extrêmement important, j'ai trouvé quand même, Mamoudou, j'avais dit que j'allais pardonner, je n'avais pas insisté, mais j'ai trouvé odieux, je suis obligé de dire le mot odieux, qu'un compatriote soit faussement accusé, qu'il se défende de toutes ses forces. Pendant 10 mois, il fait 6 rencontres avec les procureurs et le FBI. 6. Chaque rencontre fait au moins 4 heures d'interrogatoire. Au total, les gens concluent que le cœur de l'accusation, les 2 millions de dollars, qu'ils n'étaient ni au courant ni impliqués, les gens prennent la décision de faire ce qu'on appelle aux États-Unis la forme supérieure du blanchiment, qui est le retrait de la plainte. On retire tout. On retire votre nom de l'ensemble du dossier. C'est ce qui a été fait, vous concernant? Me concernant, et c'est ce qu'on appelle un NPA, Non-Prosecution Agreement. Acte qui a été pris par qui? Par le gouvernement américain, la justice américaine, oui. Ce qui les représentait. Mais attention, oui. Pourquoi ça a été long? Pourquoi ça a pris 10 mois? Oui. Il fallait toutes sortes d'autorisations qui aillent à l'échelon le plus supérieur, parce qu'ils avaient une crainte, les Américains. Porter une telle accusation aussi importante à ce qu'ils appellent un high profile, personnalité qui est connue au plan mondial, et ensuite devoir retirer leur accusation, c'était pénible pour eux, c'était lourd. Et ils ne voulaient pas, comme ils disent, faire un précédent, que chacun maintenant vienne dire, écoutez, vous m'avez accusé, je peux prouver que, etc., il n'y aura pas de procès ni rien. Mamoudou, ces gens ne m'ont jamais inculpé. Ils se sont arrêtés à la plainte, quand ils ont porté plainte et le mandat d'arrêt. Tout s'est arrêté là-bas depuis, en fait, novembre 2017. C'est au Sénégal qu'on m'a jugé, présenté devant des juges. Ici, au Sénégal, on a décidé que le procès serait le 18 décembre de l'année dernière. Le 18 décembre de l'année dernière, c'était un rendez-vous pour mon inculpation. Mais quand les magistrats ont commencé à discuter avec mon avocat, ils ont dit pourquoi se précipiter inculpé, reportons à janvier. Et à janvier, il s'est passé un événement, un tournant. C'est quand les magistrats ont reconnu devant mon avocat qu'ils n'ont aucune preuve solide du contraire de ce que je dis en termes de ne pas être coupable. Je vous jure que c'était ça le tournant. Entre-temps, ils vous ont mis en résidence surveillée quand même, Cheikh Tidiane Gadio. Alors, ce que vous appelez résidence surveillée aussi, il y a de sérieux problèmes entre l'anglais et le français. Oui. Home confinement, pour ceux qui comprennent l'anglais, oui. C'est assigné à résidence. Oui. Résidence surveillée, dans tous les pays du monde, votre résidence est surveillée. Oui. Donc, vous voyez... Oui, par un système électronique. Non, c'est vous qui êtes surveillé. Oui. Mais si on dit que vous êtes en résidence surveillée, où on a posté des agents devant votre porte, où il y a des gendarmes... Oui, mais on sait qu'il y a le bracelet électronique qui existe. Exactement. Mais ça, c'est pour surveiller vos déplacements. Oui. Si vous allez quelque part, est-ce que vous sortez de la... Comment ça s'appelle? Du périmètre qui vous est autorisé? Est-ce que vous tentez d'aller vers un aéroport pour quitter le pays, etc.? C'est ça, cette forme de surveillance. Mais ici, on a décrété qu'il était en résidence surveillée. Mais j'étais chez moi au bout de 10 jours. Sur les 387 jours que j'ai passés aux États-Unis, j'ai été avec eux en détention pendant 10 jours. 377 jours, j'étais chez moi. Ça, les gens ne l'ont pas dit. Et c'est important, Mamoudou. Oui, le sentiment que la presse ici est qu'une partie de l'opinion, je ne dirais pas tout le monde. Je suis désolé, mais c'est une partie de la presse. Oui, hein. j'ai dit oui. Ouais. Oui, le sentiment qu'une partie de la presse, une partie de l'opinion ont eu, c'est que...
Cheikh Tidiane Gadio a passé son temps à enfoncer celui avec qui il traitait, c'est-à-dire Dr Ou. Mais Mahmoud, aussi, quand même, par respect pour vous et pour les autres journalistes, il y a 1% de la presse sénégalaise qui a décrété que si Gadio, d'abord ils m'ont condamné, ils ont réglé le problème, ils m'ont mis 200 milliards de francs CFA sur le dos pour une transaction d'1 milliard, ils ont fait tout ce qu'ils avaient à faire. Et c'est ce que j'appelais, moi, des agents, des politiciens cagoulés, qui étaient derrière eux, qui les manipulaient. Et quand ils ont vu, ils ont annoncé au peuple sénégalais que Cheikh Tidiane Gadio était fini, terminé. 10, 20 ans de prison. Il y a même une dame sur une radio internationale qui a dit minimum 10 ans de prison, 10 à 50 millions de dollars d'amende, mais ne vous en faites pas, il a gagné assez d'argent dans la transaction pétrolière, il pourra payer. Alors qu'il n'y avait aucune transaction pétrolière qui a été signée au Tchad. J'ai dit que cette dame, elle avait fauté. Certains dans la presse sénégalaise ont fauté, n'ayant pas vu l'accord que j'ai signé avec les Américains. Le lendemain de la signature de l'accord, ils ont décrété que c'est parce que j'ai décidé, comme on dit en anglais, de jeter Dr Ho sous le bus, comme on dit là-bas, throw under the bus. C'est pour cette raison que j'ai obtenu la... Pourquoi un accord alors que vous êtes innocent? Vous êtes convaincu de votre innocence? Mais parce que non, c'est pas, les Américains, quand même, Mahmoudou, on vous porte plainte. On vous présente devant un juge. Vous obtenez un bail. Vous croyez que dans une rencontre réunion, on va finir et se serrer la main et chacun s'en va? Je peux revenir en retour porter plainte. Je peux faire des choses contre des gens. Vous avez renoncé à toute poursuite. En réalité, c'était une des conditions. L'accord, vous n'avez pas pris l'engagement d'enfoncer non plus votre partenaire? L'accord ne mentionne même pas ma relation avec Dr Ho. Ce que j'ai trouvé encore odieux, c'est de dire que j'étais témoin à charge. C'est quoi les termes de l'accord? Je peux, si vous permettez, je peux très expliquer. Rapidement, oui. L'accord clarifie en fait certaines choses. Le premier point, c'est que la question des impôts avait été évoquée. C'est dommage, on n'aura pas le temps, parce que j'aurais voulu expliquer aux parents africains de faire très attention à ces histoires de green card. Un green card américain, détenteur d'une carte de résidence des États-Unis, tu as les mêmes obligations qu'un citoyen américain par rapport aux taxes. Si tu fais 1000 francs CFA au Fouta du Sénégal dans une transaction, tu dois rendre compte au système des taxes, des impôts aux États-Unis. Donc, ils ont mis dans l'accord que sur la question des taxes, ils se sont rendus compte que je n'avais pas la bonne information, la bonne connaissance du système, et donc ils ont décidé de ne pas me poursuivre criminellement. Ensuite, ils se sont rendus compte que sur la question de la transaction de 2 millions de dollars, que je n'étais pas au courant. Ils se sont rendus compte qu'il y a une tentative effectivement de bribery, de corruption, mais que je n'étais pas impliqué. Et ils me demandent en revanche d'être disponible au cas où la version véridique qu'ils ont caractérisé de véridique et de crédible que je leur ai donnée, s'ils en ont besoin dans la cour, que je puisse la présenter à la cour. Mais cette version... Condition, oui, allez-y. Cette version, ils ne voulaient pas eux-mêmes la raconter. Ils se disaient que, et je vous jure que dans l'accord c'est mis, si on a besoin de lui, on lui demandera de présenter cette version. Condition jusqu'ici valable, jusqu'au jour d'aujourd'hui. Vous pourriez à tout moment être convoqué encore dans cette affaire? Cette affaire, elle est close à partir du moment où le procès qui concerne cette affaire est terminé. Donc cette affaire est complètement terminée. La seule condition, pendant le déroulement de l'affaire, entre l'accord et le procès, c'était, comme ils disent, vous avez, je vous jure, ils m'ont dit, vous n'avez qu'une seule obligation, c'est de dire la vérité. Et de continuer à dire la vérité. Mieux, j'ai dit à un des procureurs, le lead procureur, est-ce que vous savez qu'au Sénégal, ils ont décrété, certains ont décrété, que j'ai signé l'accord parce que j'étais un témoin à charge contre Dr Ho. Tu sais qu'est-ce qu'il a répondu? Vous savez ce qu'il a répondu? Il dit, mais le job d'incriminer Dr Ho et de le présenter comme un coupable et de réussir, c'est notre job, c'est pas votre job. Vous n'avez rien à voir avec ça. On ne vous demande pas de juger Dr Ho ou de l'incriminer ou de ne pas l'incriminer. On vous demande de dire la vérité sur les événements qui vous concernent, vous, au Tchad. Point barre. Si vous dites quelque chose de plus, vous risquez ce qu'on appelle le parjure aux États-Unis, c'est-à-dire mentir sous serment, et ça c'est effectivement une peine de prison. Alors, procès terminé, mais on attend toujours le verdict, hein, si j'ai bien compris. Le verdict est reporté, mais ça ne me concerne pas, et je vous dis que quand Dr Ho est entré dans cette cour, on s'est salué gentiment et respectueusement tous les deux.
Mahmoud, avant de passer à autre chose, j'aimerais que vous m'aidiez à régler cette histoire de... Oui, permettez juste, il y a une question qui va arriver, peut-être vous aurez l'occasion d'y répondre, mais le verdict est attendu quand, puisque vous êtes mieux informé que nous? Non, franchement, je vous jure que je ne me suis pas occupé de ça. Je sais que je n'ai entendu qu'une chose. Sur les 8 accusations portées contre Dr Ho, il y a une des accusations concernant le Tchad où il a été blanchi. Et ça, c'était une bonne nouvelle, y compris pour nous. Très bien. Verdict que nous allons suivre et qui va intervenir, je crois, au cours de l'année 2019. Mais je vous demande de ne pas me convoquer pour commenter ce verdict parce que ça ne me regarde pas. Très bien. Alors, cher Tidiane Gadio, invité du jury dimanche, bonjour Khalifa Diakhaté. Bonjour Mamadou. Vous aurez le micro tout à l'heure. Cher Tidiane Gadio, américain. Alors, j'ai trouvé... Vous avez la nationalité américaine? Jamais eu, jamais cherché, jamais désiré, jamais voulu, et je ne l'aurai jamais de ma vie. Et ceux qui l'ont dit aux Sénégalais, je leur demande de demander pardon au peuple sénégalais. Parce que moi, je leur ai pardonné. Ils m'ont fait un tort immense. J'ai entendu des Sénégalais dire, ce monsieur a servi notre pays, mais quand même, c'est une affaire entre Américains. J'ai trouvé ça cruel, parce que je n'ai jamais été, et j'ai montré lors du dernier point de presse ma carte verte, parce que j'ai une carte verte valable jusqu'en 2022. Aucune personne intelligente ne peut comprendre qu'on ait une carte de séjour résident d'étranger plus une citoyenneté. Je n'ai jamais eu, jamais cherché, jamais voulu. J'ai toujours dit que la deuxième citoyenneté que je cherche, c'est celle des États-Unis d'Afrique avec passeport africain. Et j'ai été devant le Conseil constitutionnel sénégalais pour signer sous l'honneur que j'étais exclusivement de nationalité sénégalaise pendant la campagne présidentielle de 2012. Et j'ai la green card n'empêche pas un Sénégalais qui en dispose de se présenter à une élection présidentielle? Non, pas du tout. Ça n'a rien à voir. Du point de vue juridique, ça n'a rien à voir. Du point de vue moral? Rien à voir. Parce qu'en réalité, la green card, certains l'utilisent presque comme un visa pour entrer aux États-Unis, ce qui est une erreur. C'était un peu mon cas. Quand j'ai quitté la Banque mondiale pour accepter une position dans le gouvernement du Sénégal, je voulais rendre la green card. Mais dans mes discussions avec le président Wade, il était convenu que je ferais 2 ans. Il me dit que c'est bon pour ton CV. Et après ça, je vais retourner aux États-Unis. Et après, en travaillant avec lui pendant 9 ans et demi, j'aurais dû simplement rendre ma green card. Je connais une grande personnalité sénégalaise qui a fait la même chose. Et ça, c'était une erreur. Je n'avais pas besoin de cette green card. Oui. Mais je dois dire que ceux qui ont dit que j'étais américain m'ont encore accusé de parjure. Parce que j'ai dit au Conseil constitutionnel que j'étais exclusivement national sénégalais. C'est moi qui ai raison. C'est eux qui ont tort. Et j'espère qu'ils auront le courage de reprendre le micro, un avocat et un général, et présenter leurs excuses au peuple sénégalais. Parce que ça, par contre, ça ne m'a pas du tout plu. Parce que c'était faux. C'était un mensonge, un méga mensonge, et j'espère que je pourrai le rectifier au niveau des Sénégalais. Cher Tidiane Gadio, jusqu'avant votre arrestation l'année dernière aux États-Unis, votre candidature à la prochaine élection présidentielle au Sénégal, prévue le 24 février prochain, est relevée d'une évidence. Vous y avez renoncé pour soutenir la candidature du président Macky Sall. Certains ont cru comprendre qu'il s'agit là d'un échange de bons procédés parce que le chef de l'État vous aurait aidé dans cette affaire qui vous a retenu aux États-Unis. Qu'est-ce que vous répondez? Les gens ont même manqué de respect au président Macky Sall, comme j'ai dit, et ont insulté son intelligence et sa stature d'homme d'État en pensant que Macky Sall pouvait prendre son téléphone, appeler l'administration américaine pour dire « Libérez Gadio, j'ai besoin de lui ». J'ai entendu des intellectuels... Vous avez eu à le remercier pour son soutien, en tout cas. Un immense soutien, parce que quand Macky Sall, le président du Sénégal, m'appelle pendant 1h15 pour me dire « Cheikh, dis-moi tout ». Ça, c'était en décembre 2017. Malgré, à l'époque, nos divergences politiques. Et quand j'ai fini, il me dit, Cheikh, tu as toujours été un frère et un ami, tu as mon soutien total. J'ai dit que ça, c'est incommensurable. L'aspect affectif et fraternel, je ne l'oublierai jamais. Et il a mis toute la machine diplomatique du Sénégal, l'ambassadeur du Sénégal, Babacar Diagne à l'époque, le consul Ndaw de New York, à ma disposition pour apporter leur concours. Et ils l'ont fait. Ils ont fait toutes les démarches qui étaient nécessaires. Ça a été fait et j'en remercie infiniment le président du Sénégal. Et vous le soutenez quand même aujourd'hui? Alors non, certains ont dit que c'était un... Et vous renoncez à votre candidature? Oui, certains ont dit trop. Oui, Macky l'a tiré d'affaire. C'est pour ça qu'il a décidé de soutenir Macky Sall. C'est insultant pour Macky de dire qu'il m'a tiré d'affaire parce qu'il sait que toute intervention est considérée comme une obstruction de la justice aux États-Unis. Et ça m'aurait enfoncé. Il ne l'a pas fait. Et on en a discuté. Deuxièmement, Macky Sall ne m'a jamais dit, Cheikh, je te soutiens en contrepartie, tu me soutiens ou tu fais quelque chose pour moi. Ça aussi, je le remercie d'avoir eu cette finesse et cette élégance dans le comportement. C'est nous qui avons décidé
que pour aller aux élections, il faut une bonne préparation, il faut une machine électorale. Et j'ai eu une expérience électorale malheureuse où j'étais pas bien préparé. Je n'avais qu'un seul objectif, barrer la route à la dévolution dynastique et développer ce discours pendant la campagne. Mais je savais que ça n'allait pas aller loin parce qu'on n'avait pas les ressources nécessaires. Donc, avec Macky Sall, cette fois-ci, en réfléchissant à tout ça, nous avons pris la décision souveraine que nous n'allons pas nous abstenir, nous allons participer aux élections en soutenant un candidat. Nous avons fait notre évaluation et nous avons décidé souverainement. Et là aussi, je comprends pas certains Sénégalais. Personne n'a le droit de prendre une décision souveraine, de soutenir quelqu'un ou ne pas soutenir. Nous avons soutenu Macky Sall avec nos arguments que le bureau politique du MPSL va développer dans une déclaration. Alors, on va prendre un ou deux auditeurs qui ont, comment dirais-je, posé des questions via WhatsApp avant d'introduire Khalifa Diakhaté. Aliou Diassé. J'ai attendu Sertiane Gaillot dans sa conférence de presse, il s'en prend la famille de Wade, particulièrement Karim Wade, d'une manière violente. Pourtant, tout le monde qui connaît Gaillot sait que Gaillot, il était ministre des Affaires étrangères 2000 jusqu'à 2008 d'Abdoulaye Wade. Pourtant, en ce moment, quand il était ministre des Affaires étrangères, il y avait le mal que beaucoup de monde, comme l'opposition à l'époque, dénonçait sur le régime de Wade. Pourtant, en ce moment-là, il restait miette. Il restait miette, il ne donnait pas. Aujourd'hui, il s'en prend la famille de Wade. Est-ce que n'est pas temps les politiciens doivent avoir un respect strict? Il y a d'autres questions de Sénégalais que nous ne pourrons pas malheureusement diffuser compte tenu du temps qui nous est imparti et qui tire presque à sa fin. Mais cet auditeur rappelle que vous parlez tout à l'heure de dévolution dynastique, que vous aviez été très dur dans vos critiques à l'encontre de la famille du président Abdoulaye Wade. Que répondez-vous aujourd'hui au lendemain de cette affaire? Ok, j'ai beaucoup de respect pour cet auditeur, mais il prend beaucoup de risques en disant des choses qu'il ne maîtrise pas. La première chose, je n'ai jamais attaqué la famille Wade. J'ai un énorme respect et une grande déférence au président Abdoulaye Wade pour plusieurs raisons. Son combat panafricain que nous partageons jusqu'à ce jour, son âge, son service pour le Sénégal, dans beaucoup d'aspects que je soutiens. Sur ça, nous n'avons aucun problème. J'ai dit que mon seul problème avec le président Abdoulaye Wade, à partir de 2007 jusqu'à mon départ, il dit que j'ai quitté en 2008, j'ai quitté en 2009. Notre seul contentieux, c'était que j'ai senti, j'ai vu dérouler et j'ai des preuves que le président voulait faire une dévolution dynastique du pouvoir, même pas monarchique. Parce que j'ai dit qu'un dauphinat est une dévolution monarchique. Ça peut concerner Mahmoud Ibra, Khalifa ou moi. Mais c'est une dévolution dynastique. Il voulait coûte que coûte imposer son fils au Sénégal. Et ça a échoué. Son fils Karim Wade est candidat déclaré à cette élection présidentielle. Il a tout à fait le droit, en tant que Sénégalais, de vouloir se présenter. Maintenant qu'il n'est pas assis sur les épaules de papa pour essayer de prendre le pouvoir, il peut faire ce qu'il veut, ça ne me regarde pas, son statut ne me regarde pas. Ce que je sais, moi, c'est que j'ai pris position pour un candidat et je défendrai ce candidat. Avez-vous eu Abdoulaye Wade au téléphone pendant cette affaire qui vous a retenu aux États-Unis? Pas du tout. J'ai eu la seule chance que j'ai eu de rencontrer le président Wade chez lui à Versailles sur son invitation. C'était en novembre 2015, après les attentats de Paris. Et nous avons eu une excellente conversation et nous avons parlé du panafricanisme et nous avons renouvelé notre amitié. Depuis lors, vous ne vous êtes pas parlé? Depuis lors, on ne s'est pas parlé. Même pendant ces moments difficiles, vous avez été son ministre des Affaires étrangères. Quelqu'un m'a passé un message me disant que le président Wade a été très touché par ce qui est arrivé et il te réitère son affection. Et j'ai dit à la personne, s'il te plaît, rends au président mon affection, renouvelle-lui mon affection et toute mon estime. Khalifa Diakhaté, c'est votre heure. Bonjour Khalifa. Bonjour Mamadou, bonjour Monsieur le Ministre. Bonjour. Heureux de vous retrouver enfin Merci. Au Sénégal. Et je vais poser cette question parce que l'idée a été agitée au Sénégal, le bracelet électronique. On vous en a mis C'est vrai. de bracelet. C'est vrai. Quel sentiment ça donne? Entre être détenu en prison et rester chez soi avec un bracelet électronique et des conditions de déplacement. J'ai pris des vols pour aller à New York discuter avec les procureurs. J'ai pu faire certains déplacements sans problème. C'était pas agréable du tout. Oui. Et surtout quand on pense qu'on est innocent. Chaque fois qu'on regarde le bracelet, on dit on me fait du tort. C'est humiliant. Oui. Je ne pense pas parce que d'abord, c'est un peu l'histoire de Arthur H. Qui disait quand on lui a quand on lui a fait la piqûre malheureuse qui lui a donné le HIV, il a dit pourquoi moi, why me? Oui. Après, quelques temps après, il dit mais pourquoi pas moi? Peu
pour qui je me prends pour penser qu'il n'y a que de bonnes choses qui doivent m'arriver dans la vie. J'ai fait la même réflexion. J'ai dit, Cheikh Tidiane, tu as eu un parcours jusque-là que tu penses exceptionnel. Dieu est en train de te tester. Et en faisant cela, ne le prends pas pour autre chose qu'un moment de test, un test d'endurance, test de foi. Très bien. Donc j'ai pas mal pris ça. Très bien. Alors, bon, je vais quand même faire table rase d'une question que vous avez abordée avec Mamadou, parce que j'avoue quand même que j'ai une certaine empathie, parce que je vous vois meurtri quand vous en parlez. Alors j'ai envie de reposer la question d'une autre manière. L'abandon de ces poursuites sur cette affaire qui est aussi grave. Vous le savez, c'est pas un scoop aux États-Unis d'abandonner une affaire, quelle que soit la gravité. Alors, pour la postérité et pour le devoir de vérité, au-delà de l'image et du prestige, pouvez-vous nous dire très clairement si vous avez été blanchi ou si, comme c'est très commun aux États-Unis, vous avez collaboré, pour ne pas dire, vous avez donné votre complice présumé, le Dr Ho, qui était longtemps d'ailleurs dans le viseur des Américains, de la justice américaine. Très juste. Et si je peux vous donner, encore une fois, et ce sera peut-être la dernière fois que j'insiste sur ce point, c'est une preuve que je vous donne, que vous pouvez vérifier de vous-même et que les auditeurs peuvent vérifier. Aucun deal aux États-Unis n'est secret. Et pourtant, justement, c'est le procureur qui a mis la puce à l'oreille, parce qu'il parlait tout le temps de discussions sans plus, discussions en cours sans plus. Ils appellent ça des profeurs. Profeurs, c'est votre avocat, et vous-même, vous préparez votre dossier, et vous rencontrez les procureurs. Et moi, j'ai rencontré les procureurs pendant 5 fois, et j'ai été interrogé par le FBI pendant 4 heures. Ça fait 6 rencontres multipliées par 4 heures. Et ce qui est intéressant, c'est qu'après chaque rencontre, pourquoi il y a un délai de 3 semaines ou 4, c'est qu'ils prennent tout ce que vous avez dit, et ils le passent au peigne fin. Le FBI fait son boulot. Et quand ils disent, attention, ce qu'il a dit est crédible, ce qu'il a dit est véridique, on vous convoque pour une autre rencontre. Mais, Khalifa, j'insiste, si quelqu'un connaît un deal aux États-Unis... Vous avez été blanchi. Complètement blanchi. Vous savez pourquoi? C'est le retrait de la plainte qui fait que, à la limite, mon affaire n'existe plus. Un ami m'a dit que dans quelques mois, vous allez aux États-Unis, vous entrez le nom de Gadio dans le truc du ministère de la Justice. À la limite, même quand ils vous rendent vos affaires, même les papiers que vous avez signés, vos photos, tous les documents vous sont remis parce que la plainte a été retirée. Alors, je vous entends parler... Pouvez-vous retourner aux États-Unis aujourd'hui? J'ai dit à quelqu'un qui me demande la dernière fois, si j'ai une invitation, d'abord demande à mon Sénégal. Mon pays et l'Afrique me manquaient. J'ai tellement de missions à faire ici et en Afrique que j'ai pas envie immédiatement de retourner aux États-Unis. Est-ce que vous pouvez? Mais j'ai ma green card qui est encore valable, qui n'a pas été touchée, sauf si je rends la green card et que je prenne un visa. Je n'ai aucun contentieux. Alors, je vous donne un scoop. Je ne sais même pas si je dois le dire, mais je vais le dire. En quittant les 2 procureurs qui ont géré mon dossier pendant 12 mois et les 2 agents du FBI qui ont géré mon dossier et qui ont fait l'arrestation, je le jure sur le Saint-Coran, tous les 4 m'ont embrassé. C'est une mutuelle. Non, Dr Gadio, vous nous avez appris beaucoup de choses. Nous savons que vous ferez de grandes choses dans votre pays et dans votre continent. Retournez vers votre famille, retournez vers votre pays. Ces gens-là, j'ai des SMS où ils nous souhaitent un bon voyage au Sénégal. Je ne les ai pas quittés dans des conditions d'hostilité et j'ai dit que l'Amérique était un grand pays parce qu'ils peuvent reconnaître une erreur comme ça. On note de toute manière qu'il y a une séduction mutuelle, parce que quand vous parlez des méthodes américaines, vous êtes charmé par les méthodes américaines. Et je les ai charmés aussi. Très bien. En parlant des méthodes sénégalaises. Absolument. Voilà. Alors, devant un de mes maîtres, en l'occurrence Momar Seyni Ndiaye, que je salue au passage, vous déclarez, je cite, si vous voulez vous amener le Coran, on met la main tout de suite. Si on voulait rejoindre l'APR, on l'aurait fait. Et plus loin, vous collez aux transhumants une étiquette d'espèce animalière qui s'est insérée dans la politique et qui a fait la honte du Sénégal. Aujourd'hui, vous soutenez la candidature du leader de l'APR. Alors, mea culpa, ou vous vous sentez redevable de quelque chose, quelque part? Aucun mea culpa. Aucune redevabilité. Non, je réponds à votre question, parce que vous avez dit extrêmement intéressant. Est-ce que j'ai rejoint l'APR? Non. Est-ce que je suis un transhumant vers l'APR? Nous sommes le MPCL, Mouvement panafricain citoyen, et nous allons le rester. C'est ce que j'ai dit dans ce document qui a été manipulé par ce que j'appelle les politiciens cagoulés. Ils ont extrait des bouts de phrases qu'ils ont associés. Momar Seyni lui-même n'est pas fier de la façon dont on a tronqué notre discussion. Je lui ai dit, Momar Seyni, nous n'allons pas migrer vers l'APR pour une simple raison. L'APR, c'est l'APR, le MPCL, c'est le MPCL. C'est ce qui tient aujourd'hui. Vous vous sentez redevable vis-à-vis du président Macky Sall? Redevable au plan humain,
comme je suis redevable à Mamoudou Ibra, Alassane Samba Diop, tous mes amis Khalifa, d'avoir eu un cœur et, disons, une compassion pour un compatriote qui faisait face à la plus grande machine judiciaire du monde, le ministère de la Justice américain et le FBI. Mais j'insiste sur un point, vérifiez si aux États-Unis les deals sont secrets ou clandestins. Alors, les deals sont publiés à l'accord alors, inviter la justice américaine pour l'histoire à publier cet accord. L'accord était sous scellé, ils l'ont livré. Lors du procès du Dr Ho, ils l'ont livré aux avocats de Ho. Il y a des gens qui ont déjà commenté l'accord. Il n'y a qu'au Sénégal que les gens ne sont pas occupés de ça. Ma dernière question. Alors vous avez récemment échangé, est-ce que vous avez récemment échangé avec le tout nouveau secrétaire général adjoint des Nations Unies et représentant en Centrafrique de Guterres, M. Mankernia en l'occurrence? Est-ce que vous avez échangé? Qui a été son directeur de cabinet, le ministre des Affaires étrangères. On a échangé, justement, le mot échangé convenable, on a échangé il y a 2 jours par email, je l'ai chaleureusement félicité. Il est passé chez moi, me déposer son ouvrage avec une très belle dédicace. J'étais pas à la maison, donc on ne s'est pas vu. Je ne sais pas pourquoi vous avez posé la question. Les recommandations que je lui fais pour la Centrafrique. Pour le succès de cette mission. Je lui ai proposé qu'on puisse échanger, parce que j'ai fait 3 ans quand même en Centrafrique comme envoyé spécial de l'OCI. Donc j'ai une petite expérience qui peut lui être utile, mais Mankeur est un grand diplomate compétent. Il n'a peut-être pas besoin de moi, mais moi, s'il a besoin de moi, je suis disponible. Quel que soit, excusez-moi, que tout soit conduit dans la transparence la plus absolue, que les Sénégalais sachent que, comme ils le disent, c'est leur gaz et leur pétrole, et ils ont raison. Ça n'appartient à personne, ça appartient à tout le monde. C'était en août 2016, vos propos lors d'une cérémonie organisée par les porteurs de pancartes. Absolument. Est-ce que vos réserves sur la transparence des contrats pétroliers et gaziers au Sénégal sont toujours d'actualité? C'est le mot, vos réserves sur. Ce que j'ai dit, j'ai lancé un appel justement pour que tout soit géré dans la transparence, dans l'intérêt bien compris de tous les Sénégalais. Et j'ai surtout lancé un lanceur d'alerte sur une question. Faites attention, le pétrole et le gaz ont mené beaucoup de pays d'Afrique à la catastrophe. Risque de nous brûler. Voilà, et je disais que ça sentait le gaz et le pétrole partout parce que les gens polémiquaient. Je disais, arrêtons la polémique, parlons entre Sénégalais, dans la transparence, essayons de gérer ensemble une ressource nationale importante, mais qui n'est pas la plus importante, parce que la plus importante, c'est la ressource humaine du Sénégal. Donc, je n'ai pas changé d'avis là-dessus. Premier ou deuxième tour au Sénégal? Je souhaite de tout cœur que si nous faisons un très bon travail, que notre candidat passe au premier tour. Et si ce n'est pas possible, ce n'est pas une catastrophe, on passera au deuxième tour. Merci, Cheikh Tidiane Gadio, ancien ministre des Affaires étrangères. Vous êtes le président de MPCL. Louis Jotna.